Je suis Kunta est un livre qui a été écrit tout récemment durant les débuts de la pandémie du coronavirus. C'est un livre dans lequel l'auteur explique à toute personne, mais surtout aux Africains, pourquoi ils doivent se battre pour leur indépendance financière. Alors l'auteur a écrit ce livre, Je suis Kunta, à l'intention de toute personne qui est employée mais qui néglige de faire de son emploi un combat pour sa libération ou son indépendance financière. Ce livre est adressé à ceux qui demandent encore pourquoi ils doivent se battre pour l'indépendance financière alors qu'ils ont déjà une certaine stabilité financière. Il s'adresse aussi à toute personne ayant un emploi ou une occupation qui ne lui assure pas une indépendance financière. Ce livre s'adresse particulièrement aux Africains partout dans le monde qui ont été formés dans le but de décrocher un emploi, mais qui ont le devoir d'aller au-delà de l'emploi s'ils veulent renverser la situation actuelle de la captivité de leur race. L'auteur tire son inspiration de l'histoire de Kunta Kinte. Cette histoire a réveillé son esprit sur l'esclavagisme économique et les enjeux sur sa liberté financière. Tout ce que nous allons apprendre de ce livre va dépendre de notre compréhension de l'histoire de Kunta Kinte. Bonjour et bienvenue sur cette chaîne, moi c'est Landry Yenger et si vous êtes intéressé par le développement personnel, l'éducation financière et la lecture, abonnez-vous maintenant afin que nous puissions apprendre et grandir ensemble. Voici donc l'histoire de Kunta Kinte. C'était un jeune homme africain d'une vingtaine d'années. À l'époque de la traite négrière, Kunta Kinte était parti en forêt pour couper du bois. C'est là qu'il a été surpris par des esclavagistes qui le capturaient puis l'enchaînèrent pour le vendre comme esclave en Amérique. C'est un homme qui est né libre mais qui est maintenant devenu un esclave qui allait travailler comme un cheval en Amérique. Ainsi arrivé au port de débarquement en Amérique, Kunta ainsi que ses amis sont vendus aux enchères sur la place publique. Il a été acheté par un maître blanc qui s'est rendu très vite compte que Kunta allait continuellement être un esclave rebelle. Chez son maître, il a rencontré d'autres esclaves noirs très différents de lui. Ses compagnons noirs étaient des esclaves nés en Amérique. Contrairement à Kunta Kinte, ces autres esclaves étaient très dociles et soumis à leur maître. Ils avaient déjà accepté leurs conditions d'esclaves. Le maître blanc a chargé l'un d'eux, nommé Violon, de domestiquer Kunta Kinte afin qu'il s'adapte à la morale et aux manières propres des esclaves. Bien que Kunta était dans un pays très lointain, il était toujours rebelle et prêt à s'enfuir. Cela a obligé son maître blanc à demander à ce qu'il soit enchaîné jour et nuit, même lorsqu'il était dans sa case. Je vous rappelle que Violon, qui était en charge de domestiquer Kunta, était un descendant des esclaves africains qui avaient été amenés sur le continent des centaines d'années auparavant. Alors lui, il était constamment étonné du fait que Kunta se battait chaque fois pour être libre. Violon est né esclave et il se demandait toujours pourquoi Kunta se battait pour être libre et pourquoi il prenait autant de risques pour sa liberté. Il faut comprendre que Violon était né dans un système qu'il avait éduqué d'une certaine manière et il était incapable de comprendre qu'il existait des choses pour lesquelles on devrait se battre, des choses comme la liberté. Pour Violon, lorsqu'on est né noir, on est destiné à être esclave. C'est ainsi que le Créateur l'a voulu. Il fallait accepter son sort et assumer son statut d'esclave à vie. Pour lui, il n'était pas question d'envisager sa liberté ou de se battre pour être libre. Pour ce petit résumé, il faut comprendre que l'esclave appartenait entièrement à son maître. Le maître était chargé de nourrir son esclave, le soigner, le loger et il prenait soin de lui comme on prend soin d'un cheval pour mieux travailler dans le champ. Les enfants des esclaves étaient d'office la propriété du maître, il les comptait dans son patrimoine. Malgré toutes les difficultés et le mauvais traitement, Kunta Kinte, contrairement aux autres esclaves, était conscient de sa condition et il désirait à tout prix se libérer. Ce film a plongé l'auteur dans des réflexions profondes et c'est en analysant la pauvreté sous toutes ses formes que l'auteur s'est rendu compte de cette conclusion. En réalité, un pauvre est un esclave économique. En fait, l'auteur a pu confirmer que la vie d'un pauvre dans ce monde moderne n'était pas si différente de celle d'un esclave comme Kunta Kinte. Pour l'auteur, le style de vie de celui qui occupe un emploi, dans la mesure où il est forcé de travailler pour un homme durant toute sa vie sans atteindre l'indépendance financière, commençait à s'imposer pour lui comme une forme d'esclavage moderne. Et l'auteur s'est vite rendu compte que travailler pour un emploi durant toute sa vie sans jamais atteindre l'indépendance financière nous mettait à risque de rester des esclaves comme Kunta durant toute notre vie. Progressivement, il est devenu sensible à une sorte de liberté qui est la liberté financière. L'auteur a eu à se poser les questions suivantes. Comment obtenir sa liberté? Comment continuer le combat de Kunta? Comment faire en sorte que ses enfants ne soient pas condamnés à cette forme d'esclavage moderne qui consiste à travailler sans cesse sans jamais atteindre l'indépendance financière? En se posant ces
ces questions, l'auteur a vite compris que le chemin vers la libération dans n'importe quel domaine passe par des étapes. L'auteur dit, sur le plan des finances personnelles, nous pouvons distinguer 3 niveaux de conscience, ce qu'il a appelé l'escalier du combat de Kunta. Le premier niveau, ce sont les violents ou les pauvres inconscients. J'espère que vous vous rappelez de violent dans l'histoire que j'ai racontée. C'est cet esclave qui est né esclave, qui ignorait tout de la liberté comme son droit. Pour violent, la liberté n'a pas de valeur, alors ça ne vaut pas la peine de prendre un petit risque pour obtenir cela. Violent ici représente n'importe quel pauvre, celui qui n'a pas encore une vraie indépendance financière mais qui ignore la gravité de sa situation ou minimise les actions pour sortir de sa condition. Cette catégorie de personnes aime souvent donner des raisons et des excuses pour justifier que le Créateur a fait qu'ils soient pauvres et qu'ils vont rester ainsi. Ils arrivent à un niveau où ils acceptent leurs conditions et aucune forme de motivation vers la liberté financière ne peut leur faire changer d'avis. Aujourd'hui, notre race est majoritairement peuplée de salariés. Pour les enfants nés des parents déjà éduqués selon cette forme de production et vivant dans un environnement où tout le monde parle d'emploi, il leur devient difficile de comprendre la vie autrement et de rechercher une sorte de liberté financière. En fait, la plupart des jeunes sont conditionnés trop tôt à rechercher un emploi et celui qui trouve un emploi pense avoir réussi dans la vie. Et dans l'illusion d'avoir réussi, il continue à travailler durant toute sa vie, à gagner de l'argent, le dépenser et travailler encore pour le dépenser. Comprenez bien que le problème avec les violents est que leur conception de la vie et de l'emploi est très limitée. Pour eux, la liberté en elle-même n'est même plus une préoccupation. Ils ont oublié que l'emploi devait être considéré comme une étape qui mène plus loin, qui mène à la liberté. Selon l'auteur, chaque jeune qui commence à exercer un emploi devait donner son meilleur dans son lieu de travail, mais en même temps, il doit prendre conscience qu'il doit à tout prix progresser vers l'indépendance financière. L'auteur précise qu'il a écrit ce livre dans le but d'aider les personnes de la catégorie de violents à prendre conscience qu'il existe quelque chose comme la liberté financière. Si vous êtes comme violent, vous devez comprendre ceci: votre liberté est votre combat, c'est votre responsabilité personnelle. Si vous négligez de travailler à l'obtenir, votre avenir vous appartiendra et il sera une captivité dans laquelle vous vivrez et laisserez à vos enfants. Il y a de fortes chances que si vous restez esclave de l'argent en étant employé durant toute votre vie, vos enfants aussi feront de même et cela pour toute votre génération. La deuxième catégorie de personnes sur les escaliers du combat de Kunta, ce sont ceux que l'auteur appelle les Kunta Kinte ou les pauvres conscients. Kunta Kinte était un esclave conscient du fait qu'il n'est pas né pour être esclave durant toute sa vie. Il connaît la valeur de la liberté et il est prêt à se battre pour sa liberté. Les Kunta Kinte, ce sont ces personnes qui ont un statut d'employé mais qui sont souvent à la recherche de moyens pour améliorer leur vie. Pour eux, la liberté a un prix. Si vous êtes déjà à ce niveau, félicitations à vous, vous avez déjà cette prise de conscience qu'il faut se battre pour obtenir son indépendance financière. Alors ce sera facile pour vous de comprendre les astuces que l'auteur va donner tout au long du livre pour pouvoir obtenir cette liberté financière. Alors avec cette prise de conscience comme Kunta, vous pouvez désormais utiliser tout ce qui tombe sur votre chemin pour scier vos chaînes et vous libérer. L'auteur précise qu'il a eu la chance de démasquer ce système d'esclavage moderne économique avant d'avoir ses 30 ans. Cela lui a permis de prendre de bonnes décisions et des actions qui ont conduit à sa libération de ce système de captivité. Malheureusement, plusieurs personnes parviennent à comprendre cela à la retraite et en ce moment, il se fait presque tard de prendre des décisions qui vont changer leur vie. Si vous êtes parmi le peu de gens qui ont eu à regarder cette vidéo jusqu'à ce moment, je tiens à vous préciser que l'auteur a écrit ce livre pour vous afin que vous puissiez vous réveiller du sommeil hypnotique dans lequel plonge la sécurité de l'emploi. Vous devez vous déterminer à aller vers l'indépendance financière. L'auteur précise que dans le combat vers l'indépendance financière, la lecture des bons livres est une stratégie incontournable et gagnante. Il précise que l'une des caractéristiques des personnes pauvres est qu'ils détestent la lecture. Dans le film de l'histoire de Kunta, l'une des stratégies des maîtres était d'empêcher les esclaves à lire et d'apprendre à lire. Et pourquoi est-ce qu'ils insistaient que les esclaves n'apprennent pas à lire? Voici la réponse comme l'auteur cite tirée du film. Les esclaves ne doivent pas apprendre à lire, sinon ils liront ce qui est écrit dans les livres, ils prendront conscience de leurs conditions, ils deviendront tristes et lutteront pour leur libération. Comprenez bien que l'une des clés pour ouvrir les chaînes qui maintiennent dans la pauvreté se trouve dans les livres. L'auteur affirme ceci très fort: les livres sont des puissants outils qui peuvent vous éclairer, vous révéler de nouvelles perspectives et vous faire prendre une nouvelle direction dans la vie. À quoi sert-il d'étudier pendant des années, 15 ans, 25 ans, 30 ans, apprendre à lire et ensuite refuser de lire après l'école? C'est une perte de temps. Je vous rappelle que celui qui ne lit pas n'est pas différent de celui qui ne sait pas lire. En passant, j'ai fait une vidéo dans laquelle j'expliquais en détail
détail comment vous pouvez commencer à développer l'habitude de lire si vous êtes un débutant. Le lien de cette vidéo va s'afficher juste ici. L'auteur dans ce livre implore tout Africain et toute personne pauvre d'où qu'elle vienne et qui veut se libérer de commencer à lire des livres dès aujourd'hui. La troisième catégorie de personnes sur les escaliers du combat de Kunta, ce sont les riches ou les Kunta libérés. Il s'agit ici de ceux comme nos ancêtres qui disposent d'un patrimoine personnel comme source de revenus. Cette catégorie de personnes dispose de la liberté financière parce qu'elles ne sont pas forcées de travailler pour quelqu'un d'autre juste pour avoir de l'argent, mais parce que leur travail contribue à accéder à la propriété et à se construire un patrimoine. Toute personne qui a une alternative financière ou une initiative personnelle qu'elle développe et qu'elle peut léguer à ses enfants doit être considérée comme un riche ou un Kunta libéré. C'est à cette perspective que chaque pauvre doit aspirer en adoptant une nouvelle attitude face au travail et à l'usage de leur argent. Alors comprenez bien que la mentalité de pauvreté maintient un individu dans la pauvreté. Elle lui fait croire que c'est pour son bien de ne pas agir et pour cela elle lui montre toutes sortes de raisons fausses pour ne pas accepter le changement, de passer à l'action. C'est cette mentalité de pauvreté qui pousse beaucoup de personnes à rester dans leur zone de confort et à procrastiner. Cette mentalité réagit en mode automatique et amène le pauvre à ne penser qu'à travailler pour l'argent durant toute sa vie sans jamais penser à être libre financièrement. Si vous avez eu à écouter cette vidéo jusqu'à ce moment, je vous rappelle de ce que Albert Einstein a dit. Un insensé est celui qui continue à faire la même chose encore et encore, de la même manière et s'attend à un résultat différent. En fait, si vous voulez que le résultat change, il faut d'abord changer votre action. Si vous voulez que votre action soit la bonne, il faut d'abord changer votre manière de penser et votre entendement. Sachez que l'acquisition de l'intelligence financière, le développement des compétences financières est le travail qui vous amènera à la liberté financière. Votre source de motivation personnelle est le fait de comprendre qu'il faut se battre comme Kunta Kinte pour obtenir sa liberté et être libre financièrement. Avec cette prise de conscience, nous allons maintenant voir les recommandations de l'auteur pour pouvoir acheter notre indépendance financière. Selon l'auteur, le principe est simple. Vous devez vous sacrifier pour acheter votre liberté financière. C'est la même chose que les esclaves durant l'époque de Kunta Kinte faisaient. Ils avaient cette possibilité d'acheter leur liberté auprès des maîtres en leur remboursant leur investissement. Puisque dans notre cas, nous parlons de l'indépendance financière, l'auteur explique qu'il y a 5 principes que vous devez suivre à cœur pour pouvoir l'obtenir. Premièrement, nous avons le principe de la chèvre. Le principe de la chèvre nous enseigne que devenir riche est une science exacte qui consiste à faire les choses d'une certaine manière. Ceci consiste tout simplement à la capacité de garder sa chèvre afin d'obtenir d'elle un troupeau de chèvres. Et en simple termes économiques, il s'agit de l'épargne, l'investissement et la rentabilité. C'est le principe que la mère de l'auteur a appliqué lorsqu'elle a décidé de garder sa chèvre afin qu'elle se multiplie au lieu de la tuer pour satisfaire les besoins immédiats de ses enfants. Pour mieux comprendre ce principe, je vous invite à lire le premier livre de l'auteur, La chèvre de ma mère, ou tout simplement à écouter le résumé de ce livre que j'ai eu à faire sur cette chaîne. Le lien de la vidéo va s'afficher juste ici. Le principe de la chèvre, comme sa mère l'a si bien appliqué, était de prendre la décision de garder sa chèvre malgré les souffrances présentes pour un avenir heureux. L'idée que l'auteur essaie de nous présenter ici est très simple. Votre action principale pour sauver votre vie doit consister à garder au moins 10% de tout revenu que vous percevez, aussi minime qu'il soit. Chaque adulte devrait adopter ce principe aussitôt qu'il le découvre. Et l'auteur recommande que tous nos enfants et nos jeunes gens devraient être éduqués sur ce principe dès lors qu'ils reçoivent leur premier salaire. Sachez que dans votre salaire, au moins 10% constitue votre chèvre et 90% constitue votre bouc. Et selon la sagesse de nos ancêtres africains, les boucs sont destinés à la consommation, tandis que les chèvres doivent être gardées pour pouvoir se reproduire. De la même manière, si vous êtes salarié ou employé, voici ce que vous devez faire. Lorsque vous percevez votre salaire, rassurez-vous d'épargner un minimum de 10%, quel que soit votre salaire, et vous pouvez vivre du reste des 90%. Deuxièmement, le principe de la consommation intelligente. Lorsque vous vous mettez dans la perspective de Kunta, de défendre votre liberté en appliquant le principe de conserver votre chèvre, vous devenez aussi un consommateur intelligent. Ce principe vous aidera à épargner un peu plus et à accélérer votre voyage à la destination de l'indépendance financière. Première action à mettre en œuvre en matière de consommation intelligente, c'est de ne jamais dépenser la totalité de son revenu, quelle qu'en soit la somme. La deuxième action consiste à minimiser vos dépenses afin d'augmenter votre épargne parce que c'est
c'est grâce à vos épargnes que vous allez vite atteindre votre destination. Vous ne pouvez pas consommer intelligemment si vous ne faites pas une différence entre ce qui est nécessaire et ce qui ne l'est pas. Cela nous exige une bonne capacité à faire des choix et à décider sur ce qui est important. La consommation intelligente exige qu'on puisse consommer de façon non appauvrissante. Elle veut aussi que tout ce qui n'est pas urgent en matière de consommation puisse attendre. Les choix de consommation intelligente sont basés sur la logique de différer un besoin de consommation ou de confort pour privilégier un bénéfice à venir plus grand. Voici un exemple de consommation intelligente que l'auteur nous cite sur sa vie. L'auteur dit que lorsqu'il s'est marié, la logique était de trouver une belle maison très confortable pour son couple et cela allait venir avec le prix d'un loyer très cher. Lui et sa femme ont pris une décision de consommation intelligente. Puisqu'ils avaient une boutique, ils ont décidé d'éviter le coût du loyer en occupant une chambre derrière leur boutique. Cela leur a permis d'avancer dans leurs affaires et à épargner encore plus. Pendant que tout le monde investissait dans les téléphones haut de gamme, l'auteur a décidé d'investir dans de bons livres. Au lieu d'acheter un téléphone qui allait lui coûter entre 300 000 et 500 000 francs CFA, l'auteur a décidé d'acheter de bons livres qui allaient lui coûter moins de 25 000 francs CFA et d'acheter un téléphone qui ne valait pas plus de 60 000 francs CFA. Ces livres, par la suite, sont devenus un très grand trésor pour lui, alors que les téléphones qui coûtaient cher autrefois ne valent plus rien aujourd'hui. Troisièmement, le principe de la création de nouvelles sources de revenus. En plus de l'épargne et de la consommation intelligente, il existe d'autres moyens plus rapides de parvenir à sa libération. Et l'un des moyens que l'auteur a utilisé et qui peut vous aider aussi, c'est de trouver d'autres sources de revenus. Le principal capital pour créer une autre source de revenus, c'est votre temps libre. Vous devez penser à comment investir une partie de votre temps libre dans la création d'une autre source de revenus. Lorsqu'on veut sortir de la pauvreté et atteindre l'indépendance financière ou devenir riche, il faut explorer un champ plus large que celui de son seul emploi. Dépendre d'une seule et unique source de revenus est en soi limitatif, en plus de constituer un grand risque. Que vous arrivera-t-il si vous perdiez brusquement votre emploi? Voici comment vous devez appliquer ce principe. Vous devez d'abord décider de ne pas dépendre uniquement de votre source de revenus principale, c'est-à-dire votre emploi. Vous devez ensuite investir du temps dans l'étude et dans la réflexion pour trouver s'il y a quelque chose d'autre à faire pour générer des revenus supplémentaires. Sachez que vous devez opter pour une activité qui n'entre pas en conflit avec votre travail actuel, c'est-à-dire une activité que vous pouvez faire en dehors de vos heures de service habituelles. Créer d'autres sources de revenus ne doit pas être uniquement limité dans le sens d'une activité qui génère de l'argent aujourd'hui, mais dans un sens plus large. Il faut aussi inclure le temps que vous investissez pour apprendre, pour faire des recherches, pour réfléchir sur la manière de trouver une autre source de revenus. C'est un processus qui peut bien vous prendre du temps, mais ça en vaut la peine. Vous pouvez donc consacrer une partie de votre temps à développer des compétences et des connaissances dans un domaine qui pourra vous servir dans l'avenir à produire des revenus autrement que le biais de votre emploi. L'auteur tenait à nous rappeler que l'Internet aujourd'hui représente une opportunité immense pour gagner de l'argent en dehors de son emploi traditionnel. Avec l'Internet aujourd'hui, il y a beaucoup d'opportunités qui s'ouvrent à n'importe qui. Exemple, le dropshipping, le drop servicing, le e-commerce, le freelancing, le marketing digital et tout ce que vous pouvez citer. N'oubliez pas cependant qu'une nouvelle source de revenus n'est pas une finalité, mais l'objectif est de pouvoir augmenter votre capital d'investissement. Ceci nous mène au principe suivant, le principe de l'investissement, ce que l'auteur a appelé le principe des maîtres. Ce qui fait la liberté des maîtres dans ce monde moderne, ce sont leurs investissements. Que l'investissement soit un capital financier, une usine de transformation, un commerce ou des biens immobiliers, c'est ce qui fait de vous des maîtres. Pour accomplir votre rêve d'être libre financièrement, vous devez impérativement apprendre à investir votre argent de manière responsable dans des initiatives rentables. La première étape consiste à apprendre ce que vous n'avez pas appris à l'école sur les investissements. Cette étape doit impérativement être explorée au moment où vous serez en train d'effectuer vos épargnes. Alors l'auteur recommande d'augmenter vos connaissances sur les affaires et les investissements en même temps que vous serez en train d'épargner pour constituer votre capital. Durant toutes les années où vous serez en train de construire votre capital, vous devez être à la recherche des meilleures opportunités et vous devez apprendre des connaissances indispensables pour pouvoir entretenir des affaires. Alors lorsque vous commencez à investir, vous devez privilégier des investissements stratégiques qui demandent un capital peu important. Lorsque vous devez commencer à investir et vous êtes en manque de capitaux, vous devez compenser cela par votre ingéniosité et la qualité de vos idées. Le défi du pauvre qui veut devenir riche, c'est l'absence d'un capital suffisant. L'avantage du riche, c'est d'avoir déjà un grand capital qui peut l'aider à saisir des opportunités d'investissement. La chance du pauvre, c'est de savoir que faire de l'argent n'est pas uniquement une question d'argent. Les idées, le temps, l'innovation, la force physique sont des vraies richesses avec lesquelles vous pouvez travailler. Surtout
Surtout, ne tombez pas dans la tentation de croire que vous devez seulement commencer comme grand. Tout ce qui est grand aujourd'hui a commencé petit. Les grandes entreprises comme Amazon, comme Alibaba ont commencé comme des petites entreprises il y a de cela quelques années. Le principe est très clair. Rêvez grand, mais commencez petit. Ensuite, le principe de l'avancement continuel. L'auteur donne cette situation de Martin Luther King qui dit « Si vous ne pouvez pas voler, alors courez. Si vous ne pouvez pas courir, alors marchez. Si vous ne pouvez pas marcher, alors rampez. Mais quoi que vous fassiez, vous devez continuer d'aller de l'avant. Peu importe les difficultés et les obstacles que vous allez rencontrer sur votre chemin, vous devez apprendre à avancer au moins d'1 centimètre chaque jour. Devenir millionnaire ou milliardaire n'est pas quelque chose qui s'atteint en quelques semaines seulement, il prend du temps. Tout comme la saison de votre épargne ou de votre investissement, en faisant des petits pas chaque jour, vous allez être surpris vous-même à ce que vous pourriez accomplir à la fin de la journée. L'auteur dit, c'est grâce à ce principe d'avancement continuel qu'il a pu décider un jour qu'il allait devenir millionnaire et il a pu devenir millionnaire en 7 ans seulement. Alors gardez votre espoir et continuez à faire des petits pas et à avancer même si ce ne serait-ce que d'1 centimètre chaque jour pour pouvoir atteindre votre destination. En conclusion, dans ce livre, l'auteur a voulu nous vendre une idée très simple, celle de savoir que si nous prenons conscience comme Kunta Kinte que la liberté est ce qu'il nous faut, nous pourrons un jour devenir riches. Même si nous ne le devenons pas, il vaut la peine au moins d'essayer d'atteindre l'indépendance financière si ce ne serait-ce que pas pour nous, mais pour notre descendance. L'auteur insiste aussi qu'il a vécu dans la misère, il a connu l'emploi, mais il a eu la chance de lire des livres très importants qui ont ouvert son esprit et par le même moyen, il a pu comprendre comment sortir de l'esclavage, de la pauvreté. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à ce moment et si vous l'avez aimé et vous avez appris quelque chose, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la cloche de notification. Laissez aussi un pouce bleu afin de permettre à YouTube de recommander cette vidéo à beaucoup d'autres personnes. Et si vous avez des personnes qui pourraient bénéficier de ce message, n'hésitez pas à partager avec elles afin que nous puissions tous grandir ensemble. Félicitations à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à ce moment. Très peu de personnes le font. Si vous l'avez fait jusqu'ici, cela montre que vous êtes un assoiffé de la connaissance. J'ai réservé une vidéo spéciale pour vous. Et dans cette vidéo, je vous présente les 4 chemins vers la richesse tirés du livre Le Cadran du Cash Flow de Robert Kiyosaki. Le lien va s'afficher juste ici. On se retrouve à la prochaine vidéo. À plus.